9h24, merci d'être avec nous ce matin. On va revenir sur le prix 2020 du roman non publié. On va vous expliquer comment ça marche. D'abord avec l'auteur, Marion Desey, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des écoles, auteur de votre premier roman, donc La mère et l'enfant vont bien, donc aux éditions Novice, et Timothée Guillotin qui est avec nous. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur de cette maison d'édition Novice et à l'origine du prix roman non publié. Donc on va peut-être expliquer déjà, d'ores et déjà. Oui, c'est ça, parce qu'il y a un phénomène, notamment avec peut-être le confinement, beaucoup de gens se sont mis à écrire, écrire, et ils ont envie de publier, et là c'est pas facile. Et Gallimard a dit par exemple, stop, ne nous envoyez plus de manuscrits, il y en a trop. Donc on va voir avec vous. Marion Desey, vous, avant justement de pouvoir publier, là, puisque là vous êtes avec Novice, est-ce que vous aviez envoyé auparavant vos romans, vos épreuves, vos écrits, vos récits, dans vos remerciements. Oui. Oui. Alors, juste une petite chose avant, c'est Marion Desey. Oui, Desey. Voilà. Desey, pardon. Écoutez, oui, j'avais envoyé pas mal de maisons d'édition avant de la soumettre au concours du roman non publié. Oui. Voilà. Et là, vous aviez pas de retour, quoi. J'ai eu beaucoup de retours négatifs, énormément. Ouais. J'ai eu 2 courriers de refus quand même, mais je veux dire plutôt encourageants, donc je m'y suis accrochée. Et puis il y a eu un certain nombre de maisons qui ne m'ont pas répondu non plus. Oui, c'est ce que disent beaucoup les auteurs. Voilà. Ils disent que finalement, ils ont travaillé pendant des mois et des mois, voire des années, sur des romans, et que finalement ils n'ont même pas de réponse. C'est ça. Oui, ou alors, ça peut être très... Il y a une maison notamment, je me souviens, qui m'a répondu avec 1 an plus tard, en fait. Déjà, 1 an après l'envoi. Donc ça en dit long sur le fait que les maisons croulent sous les manuscrits. Ouais. Alors, on peut comprendre, si on prend un petit peu de recul, de dire que ils peuvent pas non plus tout publier, Timothée Guillotin, non ? Ah oui, tout à fait. Non, mais l'idée, c'est pas de tout publier absolument. Penchez-vous des micros. Pardon. Ouais. Non, bien sûr, ils peuvent pas tout publier, c'est évident. C'est évident. Mais au moins lire, donner un avis ou quelque chose pour orienter ces auteurs, ces jeunes auteurs. Moi, ce que j'ai constaté à travers les retours des candidats au prix du roman non publié, c'est que beaucoup se sentaient un petit peu déconsidérés. Pas du fait d'avoir un manuscrit refusé, plus du fait de dire j'ai pas eu de retour. Il faut savoir que ils passent beaucoup de temps, ils mettent beaucoup d'énergie, parfois ils dépensent beaucoup d'argent dans des ateliers d'écriture, rien que dans l'envoi des manuscrits, quand c'est fait en papier, ça coûte de l'argent, et parfois les retours du monde de l'édition, des éditeurs, ne sont pas forcément au niveau de ce qu'ils attendraient. Ce sont soit pas de retour, ou soit des lettres qui sont toutes faites et qui ne suffisent pas en fait à combler un petit peu ces auteurs qui, comme je disais, s'impliquent beaucoup dans leur projet. Marion Desey, vous le disiez, c'est quelque chose en tout cas ce roman que vous aviez en tête depuis très 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 longtemps, que vous avez fini par écrire, et vous parlez de cette relation avec dans la réécriture, l'accompagnement que vous avez eu, parce que finalement écrire un roman, c'est pas donné à tout le monde. Non, c'est quelque chose de difficile, qui demande énormément d'énergie et de persévérance. Et puis on est sans arrêt en train de retravailler ce qu'on a écrit. Moi, c'était ça qui m'a... C'est vraiment un travail au long cours, c'est-à-dire que ça ne vient pas d'une traite. On doit énormément se relire, énormément retravailler, jusqu'au moment où on a l'impression que ça vaut quelque chose. Et là, on se lance, on l'envoie. Mais c'est vrai que c'est... Et puis il faut gérer avec la vie quotidienne aussi. La plupart des gens qui écrivent, je pense, ont aussi un métier à côté. Il faut trouver un ton. Il faut trouver un ton, parce que vous auriez pu être en partenariat avec Sud Radio, parce que Parlez vrai, pour le coup, là, on va expliquer on va parler de votre histoire. Absolument, de cette jolie histoire d'une maman qui accouche d'une petite prématurée. Et là, on a ce qui se passe, ce qui se passe finalement réellement derrière la porte. Oui, c'est ça. Ça me tenait à cœur d'être dans la réalité des choses, parce qu'en tant que femme qui n'a jamais eu d'enfant, on a souvent en tête que la maternité c'est quelque chose de merveilleux, d'épanouissant. On a l'impression qu'en fait à la naissance de l'enfant tout va apparaître comme par magie, l'amour, on va savoir le comprendre. Par exemple, l'instinct maternel, qui est quelque chose qu'on nous rabâche. On nous rabâche en tant que femme. Pour moi, ça
ça n'a pas du tout été ça. Enfin, en tout cas, en tant que femme, dans mon expérience personnelle de mère, voilà, le lien avec ma fille a mis du temps à se tisser. Voilà, je voulais montrer qu'une naissance, quelle qu'elle soit, là, dans le roman, c'est une petite fille qui est née prématurément, en effet, mais je pense que ça peut concerner globalement plein de femmes qui peuvent se retrouver, parce que on ne nous prévient pas de ce qui se passe. L'enfant naît et ensuite c'est quand même assez violent, on se sent assez seul. Absolument, vous parlez beaucoup du personnel soignant et sur des gestes plutôt automatiques, alors quand on est visiblement face à la maternité, on a envie d'être enjôlé, enrôlé, en tout cas on s'occupe de nous et c'est plutôt hyper automatique. Oui, notamment au moment de l'accouchement en lui-même, moi j'ai eu la sensation, et d'ailleurs ça m'a beaucoup interrogée parce qu'on en a beaucoup entendu parler dans l'actualité des violences obstétricales. Alors moi ça n'a pas été jusque-là, j'ai été bien traitée, mais j'ai eu la sensation que j'étais par moments pas considérée comme une personne. Enfin, j'étais un corps dont il fallait s'occuper. Voilà, ça pouvait être quand même un peu difficile par moment. Ouais. Allez, on va continuer d'en parler. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez nous appeler 0826 300 300 sur vous, si vous voudriez publier. Vous ne savez pas comment faire. On a renvoyé peut-être votre manuscrit. Il y a des exemples célèbres comme ça aussi. Timothée Guillotin va nous raconter ça dans un instant. Des exemples célèbres de manuscrits qui n'ont pas été acceptés et qui derrière sont devenus des succès absolument gigantesques. En tout cas, allez, on en parle dans un instant. Marion Deset est avec nous. La mère et l'enfant vont bien. Roman aux éditions Novice, on revient dans un instant. Il est 9h31. 9h33, le prix 2020 du roman non publié. Marion Deset est avec nous. La mère et l'enfant vont bien. Un roman aux éditions Novice. Et Timothée Guillotin aussi, qui est toujours avec nous, le fondateur de cette maison d'édition. Oui, c'est ça. Alors on rappelle en fait l'histoire. C'est parce que il y a des manuscrits qui sont refusés par des maisons d'édition traditionnelles, comme Gallimard, qui explique que elles ne peuvent pas tout publier, bien sûr, et donc qui les renvoient ou pas, comme nous disait Marion Deset à l'instant, en disant il y a des moments on n'a pas de réponse, ou alors un an après, etc. Ça peut être aussi décourageant, bien sûr, pour ceux qui écrivent. Il y a des exemples célèbres dans l'histoire de la littérature, y compris contemporaine. Tout à fait. Le plus emblématique, il y a un cas qui est très amusant, puisque elle en rit elle-même, c'est J.K. Rowling, donc qui a écrit Harry Potter, succès dont on ne doit même pas parler, tellement il est évident. J.K. Rowling, elle se fait refuser plusieurs fois Harry Potter. Elle finit par faire, il y a quelques années, une série de tweets où elle en parle avec beaucoup d'autodérision. Et elle dit un truc très juste, elle dit j'ai accroché mes lettres de refus sur mon frigo. Ça me permettait de me dire que j'étais comme les autres auteurs que j'admire, comme les auteurs que j'aime, qui eux aussi ont été refusés avant d'être publiés, avant d'être reconnus et d'avoir du succès. Et en fait, je pense que c'est quelque chose d'assez inhérent à la carrière d'un auteur, de commencer par avoir des petites peines dans sa publication, parce que c'est pas facile, on sait pas forcément comment s'y prendre. La concurrence est très rude, elle l'est d'autant plus aujourd'hui. Donc, je pense que c'est pratiquement, on pourrait dire avec humour, un bon signe d'être refusé, parce que tous les grands ont été refusés. Oui, enfin, quand même, peut-être pas à ce point-là. Marion Deset, est-ce que vous avez à un moment donné imaginé de vous dire, finalement, je vais auto-publier moi-même, parce qu'il y en a quelques-uns qui le font, donc c'est un peu à leurs frais. Oui, alors je l'ai imaginé, mais très franchement, ça aurait vraiment été en dernier recours, parce que j'ai une telle admiration pour l'édition traditionnelle que voilà, je me fixais comme objectif d'être publié à compte d'éditeur. Je voulais vraiment réussir par ce biais-là, et l'auto-édition, je pense que j'y serais peut-être venue, mais vraiment en dernier recours, effectivement. Oui, désespéré, quoi. Timothée Guillotin. Moi, je suis assez partagé sur l'auto-édition. Il y en a qui le font, parce que il y a des du coup, ils donnent, en fait, ils distribuent à leur famille, aux proches, alors, etc. Dans ce cas-là, ça me va, c'est très bien. Je dis simplement, souvent, je compare l'élection présidentielle et la publication d'un livre. C'est-à-dire que je pense que être publié, se faire publier, c'est comme gagner l'élection présidentielle. C'est bien, c'est difficile, mais c'est là où tout commence. Il y a des flots de livres en librairie qui voient jamais le jour, qui sont jamais vraiment connus, qui restent assez anonymes. Sans la structure édition, sans l'attaché de presse, le relation libraire, le community manager, c'est très très dur de faire connaître son livre. Oui. Donc je pense que l'auto-édition c'est bien. Et puis le réseau pour pouvoir le vendre aussi dans les la force de frappe de la maison d'édition, librairies, et d'être référencé aussi sur l'ensemble des sites, quoi. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est la chaîne du livre est assez complexe à tous les niveaux. Je pense que l'auto-édition c'est bien, mais il faut que ça reste. En tout cas, il faut
savoir que ça restera local. Alors il y a quelques succès qui vont me contredire. Il y a eu des succès d'auto-édition. Bon, je pense que si on prend le cas d'ensemble, la généralité, il vaut mieux, c'est vrai, avoir un éditeur. C'est plus simple, ça vaut peut-être le coup de patienter un petit peu, de retravailler ses textes pour les amener à être publiés chez un éditeur traditionnel. Est-ce que c'est est-ce que c'est une rampe de lancement justement? Est-ce que vous avez l'impression, vous, Marion Dehaye, que le prochain, je ne sais pas si vous êtes en train d'écrire un roman ou un autre livre, est-ce que vous continuerez? Alors, est-ce que vous allez continuer ensemble, ou est-ce que c'est aussi le but peut-être de vous faire éditer par d'autres éditeurs? Moi, je pars du principe qu'il y a une relation de confiance qui s'établit avec l'éditeur. Donc oui, moi, j'aimerais beaucoup continuer avec Novice, oui. Et vous écrivez déjà aujourd'hui? Ah oui. Pour moi, c'est totalement inconcevable de m'arrêter là. J'aimerais vraiment publier un deuxième roman et un troisième. Et j'estime que là, je suis vraiment en train d'apprendre. D'apprendre à écrire. Je vis vraiment pas ce premier roman comme une sorte de consécration en me disant ça y est, je suis écrivain. Pas du tout. Pour moi, je suis vraiment dans l'idée que j'ai tout à apprendre. Je sais que ce livre est perfectible. Enfin, il y a plein de choses moi dans ce livre où quand je le relis, j'ai même un peu de mal à le relire. C'est drôle. Il y avait des choses c'est toujours perfectible. On peut toujours faire mieux. On peut toujours faire plus. Et j'ai vraiment dans l'idée de m'améliorer encore. Donc oui, au contraire, j'aimerais énormément continuer. Alors bon, vous avez eu le prix 2020 du roman non publié, donc Marion Dehaye, avec ce livre, La mère et l'enfant vont bien. Aux éditions Novice, vous voulez décliner tout ça, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup d'autres thèmes, quoi, le polar, etc. Si vous voulez, moi quand on a créé le prix, alors j'étais avec mon ami Pascal Grégoire qui est écrivain, on a créé ce prix, on s'est appuyé sur un réseau de libraires important, parce que c'était les espaces culturels Leclerc normand. Quand on a créé ce prix, c'était vraiment pour donner un prix à tous ces écrivains, un objet, un concours d'écriture à tous ces écrivains non publiés qui sont très impliqués, qui travaillent beaucoup, et comme je vous disais tout à l'heure, qui parfois ont l'impression qu'on les regarde pas, qu'on les oublie un petit peu. On a créé ce prix, on a eu énormément de manuscrits, on a fait un appel à manuscrits, on a reçu beaucoup de textes en très peu de temps. Et vous aussi, vous n'avez peut-être pas tout publié, alors finalement, comme les grandes maisons d'édition traditionnelles. De toute façon, le jeu, c'est pas de tout publier. Le jeu, c'est d'accepter tout le monde, de dire. Si vous voulez, aujourd'hui, les gens écrivent beaucoup avec le confinement. Moi, je trouve ça super. Honnêtement, si c'est une soupape de décompression pour les gens, d'écrire, mais peu importe ce qu'ils écrivent. Oui, mais ils peuvent publier sur les réseaux sociaux et pas forcément publier en livre, parce que c'est autre chose quand même, quoi. Oui, mais c'est aussi, si vous voulez, c'est un travail qui est difficile, la page blanche. Il y a une phrase de Nicolas Mathieu qui dit arracher de la matière au vide. Arracher de la matière au vide, c'est dur, on est seul, on est face à sa page blanche. Moi, je pense que si l'objectif c'est de l'envoyer à un éditeur pour peut-être être publié, alors c'est compliqué, c'est sûr. Alors c'est marrant parce que vous allez à l'encontre de ce que disent certains éditeurs, là, ce que je lisais hier, qui disaient que finalement tout le monde était un peu auteur, que les auteurs aujourd'hui ne souffraient plus parce qu'ils tapaient sur un ordinateur et que c'était facile, et qu'avant c'était sur une machine à écrire et donc c'était plus difficile, qu'ils ne souffraient pas assez, qu'ils ne lisaient pas assez, qu'on sentait qu'il n'y avait pas de lecteurs et que tout le monde ne peut pas s'improviser. Il y a une démarche un petit peu hautaine, je trouve, vis-à-vis de tous ces gens qui écrivent. Je sais pas, je pense qu'on n'a pas suffisamment de recul quand même à savoir combien de textes ils ont reçus, parce qu'en effet, à un moment, je pense que ça devient ingérable, notamment si c'est du papier. Si on reçoit 1000 textes par jour, je pense qu'aucune maison d'édition et aucune structure ne peut les gérer. Là, au mois de mars, certains disent qu'ils ont déjà reçu 1000 textes depuis. C'est possible, moi je travaillais pour des maisons d'édition, on recevait beaucoup de textes. Après, fondamentalement et philosophiquement, moi je pense que le métier d'éditeur, c'est simplement d'être le passeur entre l'écrivain, l'auteur et le public. Si on se refuse à recevoir les textes, si on dit on nous envoie trop de textes, je pense c'est notre job en fait d'aller chercher, de dénicher le talent, de le trouver. C'est pas facile, il y en a beaucoup, il y a un flux. Mais en revanche, je pense que c'est vraiment c'est la partie intégrante de notre métier. Et puis il y a une autre, je vous disais tout à l'heure, on vit une période compliquée. Si les gens écrivent et que notre rôle à nous éditeurs, c'est simplement d'accueillir plus de textes, moi, si c'est ma contribution, je signe tout de suite, j'y vais et je pense qu'il faut le faire. Marion Dehaye, vous êtes professeur des écoles, parallèlement, donc vous aimez écrire. Quand on est professeur, on a quand même un peu ce goût, normalement, déjà, de l'écriture. Est-ce que, en revanche, vous voyez que chez les enfants, c'est difficile aujourd'hui de les mettre à la lecture en fait de livres, parce qu'ils ont ce que je vous montre là, ce petit smartphone, ces portables, les ordinateurs, et qu'ils lisent davantage des messages en quelques signes simplement, quoi.
Oui, alors c'est vrai que moi j'enseigne dans les petites classes. J'ai la chance en plus d'avoir du CP, donc qui est l'année merveilleuse où l'apprentissage de la lecture se fait. Donc de ce point de vue-là, c'est quand même une chance. Oui, après c'est vrai que moi ça fait quand même un certain nombre d'années que j'enseigne et je vois effectivement un profil, un changement dans les comportements des enfants par rapport aux écrans. Voilà. Alors j'aurais pas du tout de discours anti-écran parce que je pense qu'il y a énormément de choses à en tirer, mais effectivement, quand les enfants sont face à la lecture, l'objet livre a peut-être moins d'importance pour eux qu'à l'époque où j'étais petite fille, par exemple, où les écrans étaient quand même beaucoup moins développés. Voilà, donc enfin là je vais parler de moi en tant qu'enseignante, mais c'est intéressant. C'est de pouvoir éveiller chez les enfants quand même ce goût du livre, ce goût des mots, ce goût de l'oral qu'on n'a pas sur un écran, ce goût la lecture orale qui est vraiment pour moi Mais est-ce qu'il peut y avoir des recettes, Marion Day ou vous, Timothy Guillotin, qui travaillez aussi dans ce monde de l'édition par rapport aux plus jeunes, quoi? Je pense en tout cas que l'écriture peut être un moyen d'amener à la lecture aussi. Je pense que grâce au poids social de l'écrivain... C'est bien d'avoir lu avant de vouloir écrire, quand même. C'est obligé. Oui. Non, mais il y en a certains. C'est ce que disent. Et là, il y a une université. Il y en a certains, c'est évident qu'il y a des génies, mais... Si on regarde, encore une fois, moi j'ai du mal à partir d'un exemple à chaque fois pour faire une généralité. Si on regarde le flux des écrivains, c'est souvent des grands lecteurs, c'est évident. Il y a une université anglaise, Marion Day, qui dit que pénaliser les fautes à l'écrit est une pratique élitiste. Elle est compliquée votre question. Hein. Oui. En fait, j'ai deux points de vue. J'ai vraiment, là, je suis vraiment partagée parce qu'en tant qu'enseignante, effectivement, par exemple, quand on a un exercice de rédaction, on peut pas pénaliser toutes les fautes. Il faut aussi, voilà, on est quand même dans une société au niveau de l'enseignement qui veut que, on met en valeur les progrès. Il faut avoir quand même un œil positif sur l'enfant qui va permettre de lui permettre de progresser. Surtout que c'est prouvé que tout l'aspect affectif, tous les encouragements que les enseignants pourront donner à leurs élèves leur permettront de progresser. D'ailleurs, c'est vrai que moi, à titre personnel, j'ai le souvenir de mes enseignants quand j'étais petite ou qui m'encourageaient à écrire parce que voilà, les rédactions, c'était un moment que j'adorais et ma maîtresse me mettait beaucoup en valeur par rapport à ça. Donc, c'est quelque chose que j'essaie de garder moi en tête en tant qu'enseignante. Il ne faut pas que ce soit un frein. Oui, après, il y a aussi tout le côté... moi, je suis une grande admiratrice de la langue française. Je pense que c'est important de la respecter. Il faut qu'elle évolue aussi, bien sûr. Mais voilà, pour la langue française et le respect de la langue française, pour moi, c'est quelque chose qui est central aussi dans ma vie. Ouais. Allez, au 0826 300 300, est-ce que vous avez envie d'écrire? Est-ce que vous avez eu déjà envie de publier aussi? Vous avez essuyé des refus? Vous nous appelez et quelqu'un est en ligne. Oui, c'est Jacques de Bergerac qui nous appelle. Bonjour Jacques. Bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Oui. Bonjour. Très heureux de vous parler. Oui. Voilà, alors bonjour à Marion. C'est Marion Dézé, c'est bien ça? Marion Day. Comme ça, j'irai regarder un petit peu. Voilà. La mère et l'enfant vont bien aux éditions Novice. Très joli livre. Mais écoutez, je note. La mère et l'enfant vont bien. C'est très gentil. Donc voilà, oui, je tenais à apporter mon témoignage. Et puis n'hésitez pas à laisser mon numéro à Marion si elle en avait besoin. Donc moi, je suis écrivain aujourd'hui. Je vis plus ou moins de ma plume. Je salue toutes les personnes qui sont sur le plateau. J'ai pas retenu le nom du monsieur qui parlait, qui a travaillé en édition. Timothée Guillotin, oui. Bonjour monsieur. Voilà, bonjour monsieur. Donc je suis un petit peu un hybride, on va dire, puisque j'ai commencé en édition. J'ai été refusé également partout. Et puis ensuite j'ai été signé par France Loisirs, Nouvelle Plume, et puis d'autres maisons d'édition. Et je continue à être hybride. Mais ce qui est fou, c'est que j'ai eu, on parle sans langue de bois, j'ai eu il n'y a pas très longtemps, puis j'avais lu, je crois que c'est dans un livre de Madame André Destombes, je crois, il me semble. L'écrivain qui porte un grand chapeau. Rappelez-moi son nom. Amélie Nothomb. Voilà, j'avais des temps, mais c'est Nothomb. Bravo. Voilà, je lisais, bravo, mais je ne sais pas. Et je lisais donc dans un de ses bouquins, elle avait remarqué un livre qui était fantastique, elle avait croisé la personne dans le train, c'est vraiment noté dans son bouquin. Elle a fait 8 maisons d'édition où on lui a déroulé le tapis rouge, croyant que c'était elle qui avait envoyé ce livre magnifique. Et comme ce n'était pas elle, on ne l'éditait pas. Et puis finalement, elle est tombée dans une maison d'édition, elle dit nous sommes en 2018. Et voilà ce qu'on me répond, nous n'éditerons pas de petits prolétaires. Et
aussi fou que ça puisse paraître, aussi fou, aussi énorme que ça puisse paraître, j'en suis persuadé. Convaincu aujourd'hui. Voyez-vous, j'ai eu il y a quelques jours, je viens de recevoir un contrat d'édition pour mon tout dernier livre d'une maison québécoise. Et le monsieur, avec son accent québécois, c'était très marrant, parce que je ne comprenais pas tout ce qu'il me disait. Mais il me dit, c'est quand même bien en France, il me dit qu'il n'y a pas de rayon auto-édité, ça se fait très bien chez nous. En fait, dans toutes les librairies chez eux, il y a des rayons auto-édités parce qu'on trouve de tout dans l'auto-édition comme dans l'édition, des merveilles, et puis du moins bon. Et c'est vrai que c'est dommage. Moi, je vois, alors je ne vais pas dire mon nom entier parce que je ne suis pas là pour faire ma pub, je suis là pour au contraire pour Marion, mais j'ai un livre qui est resté pendant des mois numéro 1 des ventes sur Amazon. Ah bah oui, quand même. Donnez-nous ce livre quand même. Non, je ne vais pas vous le donner parce que je suis pas là pour faire ma pub. Bon, bon Jacques, c'est pas pour ça, mais il est resté des mois et des mois numéro 1. Il est encore dans les meilleures notations sur Babelio, Amazon, et il n'a jamais été édité parce que je n'ai pas encore le nom suffisant. Maintenant, mon dernier livre va être traduit en anglais, donc on espère que. Mais je trouve ça regrettable parce que les lecteurs ne peuvent pas se tromper. Vous voyez, c'est comme un film. On a beau avoir le meilleur metteur en scène, si à un moment personne n'y va et tout le monde dit le film est nul, mais t'as beau être le meilleur mec, tu l'as chié ton film. Et c'est pareil pour les maisons d'édition. Elles peuvent pas avoir la science infuse quand ce sont les lecteurs qui vous placent un livre numéro 1 pendant des mois. Encore aujourd'hui, 1 an après la sortie en auto-édition, et que le livre n'est pas édité parce que vous n'avez pas le relationnel suffisant, à un moment, vous vous posez des questions. Alors, Timothée, justement, puisque lui, il s'attache à essayer de publier des gens qui n'arrivaient pas à être publiés, avec la maison d'édition Novice que vous avez lancée, quoi. Leur donner une seconde chance, se dire que si, puisque l'histoire nous le prouve, il y a des ratés dans les comités de lecture. Moi, je pense pas que ce soit les éditeurs qui soient forcément méchants. Je pense que c'est plus structurel. Non. C'est les façons de travailler. Donc je me dis, bon, s'il y a des ratés, nous, on peut essayer de les trouver. Je trouvais que c'était un objectif un peu sympa. Pour autant, en effet, alors il y a plusieurs problématiques sur l'auto-édition. C'est qu'une fois qu'un texte est publié une fois, il est publié, donc il est plus inédit. Ça veut dire que vous allez le trouver en ligne pour un prix. Donc c'est difficile après, vous voulez dire, d'aller le republier. Je sais pas, il y a eu quelques exemples quand même. Il y a quelques exemples. De toute façon, il y a toujours des exemples. Bien sûr, Mais ce que je veux dire, c'est que je comprends, moi, monsieur, la démarche d'un éditeur qui va dire publier un texte qui a déjà été lu, qui a déjà eu peut-être un peu de promotion. Ça ferme un petit peu le champ des possibles. Pour autant, je voudrais quand même vous dire, et je salue votre enthousiasme et l'intensité de vos propos. C'est vrai qu'il faut pas la difficulté des études, la difficulté quand on parle de flux de manuscrits ou de masse de manuscrits qui arrivent dans les maisons d'édition, il faut quand même personnaliser, se dire, il faut granulariser, se dire que derrière ça, il y a un auteur qui a écrit, qui a passé du temps, qui a dépensé de l'argent, qui s'est privé de loisirs, de vacances, de famille pour écrire. Et c'est vrai que je pense que cette déconsidération-là, ce que dit le monsieur, elle vient de ça, c'est qu'il y a un décalage. Donc nous, on doit peut-être faire un effort, être à la hauteur et leur répondre de façon. En plus, honnêtement, moi j'ai répondu négativement à des gens pour le prix du roman de publié, beaucoup plus que. Après, on peut pas. Mais au moins, vous avez répondu. On leur a répondu et honnêtement, ils sont très en demande. Ils se sentent très seuls, ils sont très en demande, ils demandent des conseils, des retours de lecture. Alors c'est compliqué, c'est sûr, ça prend du temps et si le prix est amené à grandir, on aura du mal à répondre aussi précisément à tout le monde. Mais je pense que ça fait un peu partie du contrat. Bon, alors voilà, Marion Day de La Mère et l'Enfant vont bien. On vous souhaite plein de succès. C'est aux éditions Novice. Donc histoire sur la maternité et après, tout ce qu'on ne vous a pas dit. Sur Sud Radio, on parle vrai, donc on vous dit les choses et vous les racontez très bien. Le thème de votre prochain roman, puisque vous êtes en train de travailler, est-ce qu'on trahit un secret? Marion? C'est une amitié entre deux femmes qui ont des destins qui peuvent se rapprocher un petit peu. D'accord. Bon, on va à venir. Juste un dernier mot, parce que souvent on dit les moments d'écriture, on les choisit le matin tôt pour certains, le soir, la nuit, ou alors vous dans la journée. Quel moment vous aviez choisi entre guillemets? Moi, je suis vraiment du matin. J'ai une tolérance à la fatigue le soir qui fait que je me couche entre guillemets avec les poules. Du coup, j'ai tendance à... Quand il n'y a pas de bruit... les idées me viennent la nuit et il faut que je me concrétise le matin et que je m'y mette. C'est bien. De la musique, je m'enferme dans une pièce et c'est parti. Et en tout cas, vous êtes le parfait exemple qu'il faut continuer à décrire, bien entendu, et ne jamais lâcher l'affaire. La Mère et l'Enfant vont bien. Marion Day est avec nous aux éditions Novice. Le prix 2020 du roman non publié. Félicitations, merci d'avoir été avec nous.